Merci, Dr. Vallée. Alors, effectivement, les lipides, tous les jours, on voit nos patients, on les évalue. Il y a des nouvelles données, il y a des nouvelles études, il y a des nouvelles molécules. Et je pense que le sujet de ce soir, là, s'il est fort populaire, c'est parce qu'on a beaucoup de besoins là, au niveau de la formation continue pour s'approprier mieux les lignes directrices pour pouvoir les appliquer dans notre pratique. Alors, on a donc un conférencier ce soir qui est impliqué justement au niveau de la rédaction de ces lignes directrices-là. Et je vous présente donc Dr. Georges Tanasoulis. Dr. Tanasoulis est directeur de la cardiologie préventive et génomique au Centre universitaire de santé McGill et il va nous entretenir donc durant la prochaine heure sur ce sujet. Alors, Dr. Tanasoulis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Dr. Fournier, et merci à la SSVQ pour m'avoir donné la chance pour présenter ces nouvelles lignes directrices à vos membres. Je pense que comme coprésident du comité, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est vraiment d'avoir la chance de présenter ces nouvelles lignes directrices aux médecins qui pratiquent et qui voient les patients à tous les jours, et aussi d'avoir la chance de répondre à vos questions. Donc, vraiment, ça, c'est notre gros objectif ce soir. Donc, on va juste commencer, juste fermer, voilà. Et donc, ça, c'est juste les conflits d'intérêts. J'ai plusieurs subventions gouvernementales et aussi quelques relations avec des compagnies. Donc voilà, ça c'est notre comité, quand même un grand comité de cette année avec beaucoup d'expertise, aussi un comité qui est tout à fait collégial, beaucoup de Québécois sur le comité qui font déjà plusieurs années, qui siègent sur ce comité pour plusieurs années. Moi, j'avais la chance avec Dr. Pearson de l'Alberta de co-présider ce comité, puis c'était tout à fait un plaisir. Donc, juste pour revoir les objectifs, on va rapidement reviser les nouvelles recommandations pour la dyslipidémie, reviser les nouvelles thérapies autres que les statines pour le traitement des dyslipidémies, et aussi voir comment ces nouvelles recommandations peuvent changer la façon qu'on va gérer des patients avec quelques cas. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu le document est disponible sur le site web du CJC. On peut le télécharger. La version finale dans le manuscrit final n'a pas été encore produit, mais on l'attend très bientôt, probablement en fin juin ou en juillet. Donc, je vous encourage de regarder le document. Comme vous le savez, il y a 3 grandes figures dans ce document-là, et on va reviser ces 3 figures au début. Ça va vraiment donner un survol complet des lignes directrices dans les prochaines 3 diapositives. Et après ça, on va aller un peu plus en profondeur pour voir les nouveautés. Donc, juste pour commencer, ce premier schéma, c'est la prévention primaire. Et comme on l'a fait en 2016, on continue de demander que les médecins utilisent l'échelle de Framingham pour mesurer le risque à 10 ans pour un patient en prévention primaire. On demande encore qu'on va stratifier les patients en 3 classes. Les patients en haut risque qui ont un risque plus que 20% à 10 ans. Les patients de risque intermédiaire avec un risque de 10 à 19,9% et les patients à bas risque avec un risque en bas de 10%. Pour les patients à haut risque, c'est comme on l'a toujours fait, ces patients-là, on doit commencer avec les changements d'habitude de vie et après ça, on recommande une statine pour tous ces patients-là. Pour les patients en risque intermédiaire, on recommande encore une fois les statines pour les patients, comme on l'avait fait en 2016, qui ont un LDL-C plus que 3,5. On a aussi donné
les cibles ou les seuils équivalents pour le non-HDLC et le ApoB, comme vous le voyez dans le tableau jaune. L'autre catégorie en risque intermédiaire, c'est les patients, les hommes plus que 50 ans et les femmes plus que 60 ans qui ont au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire. Ça vient directement de l'étude HOPE-3 et on connaît que ces patients-là bénéficient d'un traitement avec statine. La nouveauté en prévention primaire, et particulièrement pour ceux qui sont en risque intermédiaire, c'est cette troisième catégorie de patients-là, donc un patient en risque intermédiaire qui a au moins un autre facteur qui modifie le risque. Et ici, on les décrit, c'est soit une élévation dans le CRP, un score calcique plus que 0, ou une histoire familiale précoce de maladie coronarienne, ou un LP petit a de plus que 50 mg par décilitre. Donc, on va parler en plus de profondeur sur le lipoprotéine A durant notre événement ce soir. Pour les patients à bas risque, la plupart de ces patients-là, on ne va pas recommander un traitement médical, sauf il y a deux exceptions. La première est très claire, c'est les patients avec un LDL-C qui est très, très élevé, au-dessus de 5 mmol par litre, c'est-à-dire un patient avec une hypercholestérolémie familiale. L'autre catégorie où on peut considérer une statine, c'est une autre nouveauté dans les lignes directrices de 2021, c'est les patients qui sont à bas risque, mais qui ont un risque entre 5 et 9,9 et qui ont un LDL-C plus que 3,5 et au moins un autre facteur de risque, c'est-à-dire une histoire familiale, un LP petit a élevé ou un score calcique élevé. Donc, ça vient extensionner un peu le risque intermédiaire chez un groupe spécifique de patients qui ont un risque un peu plus bas, mais qui ont beaucoup de facteurs qui augmentent leur risque cardiovasculaire. Pour tous les patients en prévention primaire, le seuil pour intensifier le traitement est un LDL-C de plus que 2 mmol par litre ou un ApoB de plus que 0,8 ou un non-HDL-C de plus que 2,6. C'est un seuil d'intensification et je vais revenir durant la présentation pour décrire un peu cette idée de seuil d'intensification et s'éloigner un peu du concept de cible qu'on parlait en 2016, parce que comme vous le voyez, on ne parle plus vraiment de cible dans ces nouvelles lignes directrices. Pour les patients qui sont sur statine à dose maximale tolérée et qui demeurent au-dessus de ce seuil-là, on peut considérer un autre traitement. Et ici, on recommande les étimibes en premier lieu après la statine. Pour l'autre grande catégorie de patients, ça c'est encore un concept qu'on a commencé en 2016, c'est les patients qui ont une condition où la statine est indiquée. Il y en a 4 de ces conditions-là. La première, c'est les patients avec hypercholestérolémie familiale. L'autre grande catégorie, c'est les patients avec diabète et on précise exactement quels patients avec diabète. Aussi, les patients avec une maladie rénale chronique. Et encore une fois, on a mis quelques précisions pour quels patients rentrent dans cette catégorie-là. Et on a la grande catégorie de les patients avec une maladie athérosclérotique. Pour tous ces patients, on recommande un changement des habitudes de vie et on peut initier la statine. Pour chacun de ces catégories de patients, il y a un seuil d'intensification qui est différent. Pour le patient avec hypercholestérolémie familiale, le seuil pour intensifier le traitement est un LDL-C de plus que 2,5 mmol par litre ou une réduction de moins que 50 dans les LDL. On a aussi mis le seuil équivalent en ApoB et non-HDL-C pour chaque catégorie. Pour les patients avec diabète ou maladie rénale, on a le seuil qui est similaire à ce qu'on a vu pour les patients en prévention primaire, c'est-à-dire un LDL-C
de plus que 2 millimoles par litre. Et pour les patients avec maladie athérosclérotique, le seuil est maintenant un LDL-C de plus que 1,8 millimoles par litre. Et ici, on a aussi, si on regarde clairement, on a aussi diminué le seuil pour les ApoB et non HDL-C pour que ce soit équivalent. Donc, ça, c'est vraiment les seuils pour intensifier le traitement. Si notre patient demeure au-dessus de seuil et a une hypercholestérolémie familiale, on recommande l'ézetimibe et peut-être un inhibiteur de PCSK9. Pour les patients avec diabète ou maladie chronique rénale qui demeurent au-dessus du seuil, on recommande l'ézetimibe en premier lieu. Et pour tous les patients avec une maladie athérosclérotique qui demeurent au-dessus du seuil, on a vraiment créé une démarche très, très précise pour comment intensifier le traitement. Et ce schéma ici nous démontre exactement comment intensifier le traitement pour ces patients-là. Donc, si un patient est au-dessus du seuil, mais il est proche du seuil, c'est-à-dire qu'il est à peu près 20% ou moins du seuil lipidique, on recommande l'ézetimibe en premier lieu et on peut, après ça, considérer un inhibiteur de PCSK9. Pour les patients qui sont loin du seuil ou qui ont d'autres facteurs qui ont démontré un grand bénéfice d'un inhibiteur de PCSK9, et je vais vous décrire exactement c'est quoi ces facteurs-là. Ça vient directement des études randomisées. On peut considérer directement l'inhibiteur de PCSK9 pour ces patients-là avec l'ézetimibe en deuxième lieu. Et une nouveauté en 2021, c'est vraiment cette nouvelle catégorie de traitement pour les patients qui ont des triglycérides plus hauts que 1,5 jusqu'à 5,6 millimoles par litre. On peut maintenant considérer l'acroceptan ethyl ou le Vascepa, un nouveau médicament, un type de oméga 3 ultra purifié du type EPA, qui a démontré des grands bénéfices dans l'étude REDUCE-IT et maintenant est rentré dans les lignes directrices pour le traitement de ces patients-là. Donc ça c'est vraiment un survol rapide de presque toutes les nouveautés de ces lignes directrices de 2021. Maintenant, on va reviser chaque grand domaine que le comité a revu. On a regardé toute la littérature et on a fait des recommandations spécifiques pour chacun de ces 6 domaines-là. Le premier grand domaine qu'on a revisé, c'est le rôle de complications reliées à la grossesse parmi les femmes et le risque cardiovasculaire relié à ces complications. Donc, on a maintenant 3 nouvelles recommandations pour les femmes qui ont eu des complications de grossesse. La première, c'est que pour tous ces patients-là qui ont eu n'importe quel type de complications de grossesse, c'est-à-dire une hypertension de grossesse, un diabète ou d'autres complications, maintenant nous recommandons un bilan lipidique dans le stage postpartum pour vérifier le risque cardiovasculaire parce qu'on connaît que ces patients ont un risque accru dans les prochaines 10 à 15 années. Nous recommandons aussi que les patients, c'est vraiment l'opportunité de conseiller ces patientes que leur risque est élevé et qu'il faut vraiment renforcer l'importance des changements d'habitude de vie durant ce moment. Et troisièmement, parce qu'on connaît que la plupart des échelles de risque cardiovasculaire qu'on utilise, comme l'échelle de Framingham, elle sous-estime beaucoup le risque cardiovasculaire, particulièrement chez les jeunes femmes. Et donc, on recommande qu'on devrait utiliser l'âge cardiovasculaire. On a déjà décrit en 2016 comment calculer l'âge cardiovasculaire au lieu d'utiliser le risque Framingham parce que ce type
d'algorithme a une tendance à sous-estimer le risque pour ces patientes-là. Juste une diapositive rapide pour vous démontrer un peu l'ampleur du risque. On voit vraiment que, ça c'est des nouvelles données de 2020, où on voit vraiment que pour une patiente qui a eu une hypertension de grossesse, née à n'importe quel âge, on voit vraiment que le risque est beaucoup plus élevé chez ces patientes-là qu'une patiente qui n'a pas eu une hypertension de grossesse. Et on parle vraiment de risques qui sont importants du côté clinique. On parle le risque de maladie coronarienne est doublé, le risque d'insuffisance cardiaque est doublé et le risque de plusieurs maladies valvulaires sont même plus que triplés. Donc, c'est vraiment des risques importants et dont je pense que la plupart des médecins ne prennent pas vraiment en compte ces complications de grossesse quand ils estiment le risque cardiovasculaire. Et c'est quelque chose qu'on veut souligner avec ces nouvelles recommandations. Le deuxième grand domaine, c'était vraiment, c'est quoi l'utilité des différents marqueurs de lipoprotéines comme l'ApoB, le LP-A et le non-HDLC pour l'estimation du risque cardiovasculaire. Donc, une des grandes nouvelles recommandations, c'est que maintenant, en 2021, nous recommandons pour tous les patients qui ont des triglycérides plus que 1,5 ou égal à 1,5 millimoles par litre, que le non-HDLC ou l'ApoB est vraiment la mesure préférable au lieu des LDLC. Et c'est parce qu'on connaît que quand les triglycérides augmentent dans le sang, la quantité de cholestérol sur les particules diminue et donc le taux de cholestérol est beaucoup moins corrélé au nombre de particules et on sait vraiment que c'est le nombre de particules qui est vraiment le facteur le plus important dans l'athérosclérose. L'autre grande nouvelle recommandation, c'est que maintenant, on recommande que tous les patients reçoivent un screening de la LPA au moins une fois durant leur vie. Et ça, c'est vraiment parce que maintenant, on connaît qu'il y a des patients qui ont des LPA très, très élevés, qui ont un risque cardiovasculaire extrêmement élevé. Et donc, il faut les trouver et il faut considérer des changements dans les habitudes de vie. Et ici, ça c'est souligné par la deuxième recommandation. Si on trouve des patients avec un LPA plus que 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre, il y a deux différentes unités pour les LPA, dépendant du laboratoire. Maintenant, nous recommandons un traitement plus intensif au niveau des habitudes de vie et aussi vraiment une optimisation de tous les autres facteurs de risque, soit la pression, soit les autres marqueurs lipidiques, la tension et aussi l'obésité. Donc, tous ces facteurs-là doivent être regardés pour diminuer le risque chez ces patients-là. Ici, c'est une diapo qui vient vraiment des lignes directrices de 2016, juste pour expliquer un peu l'importance de ce concept de particules hétérogènes. Pour les derniers 20 ans, nous avons toujours mis toute l'emphase sur les LDL, mais on sait très bien qu'il y a plus que juste les LDL qui sont des particules hétérogènes. Il y a les LP-A, les IDL, les VLDL et les chylomicron remnants. Et donc, il faut vraiment considérer toutes les particules pour avoir une bonne idée du fardeau hétérogène de ces particules dans le sang. Et donc, la façon la plus simple de vraiment considérer toutes les particules, c'est d'utiliser le non-HDLC. Et c'est très, très simple. On prend le cholestérol sur toutes les particules, on soustrait le cholestérol sur les HDL, qu'on sait qu'il est un particule qui n'est pas hétérogène, et donc on a une idée du nombre total de particules dans le sang. Ça, c'est la façon facile, mais qui n'est peut-être, disons, pas aussi précise
que la mesure des ApoB qui nous donne vraiment une idée directe du nombre de particules. Et ici, on voit que la raison que les ApoB sont vraiment supérieurs, c'est parce que chaque particule hétérogène contient une molécule de ApoB. Et donc, la concentration d'ApoB nous donne vraiment une concentration de particules hétérogènes dans le sang et vraiment la meilleure indication du risque cardiovasculaire. J'aime toujours montrer cette diapo parce que ça nous donne un peu l'idée de pourquoi le niveau de cholestérol peut nous causer des erreurs. Ici, on a 2 patients avec un LDL-C de 3,5 millimoles par litre. Ils ont le même niveau de cholestérol. Mais ce patient-là, on voit vraiment que ces 2 patients ont des phénotypes de particules complètement différents. Le patient à gauche a 5 grosses particules bourrées de cholestérol. Le patient à droite a plusieurs petites particules qui sont beaucoup moins riches en cholestérol. C'est en fait le patient à droite qui a le risque élevé et c'est parce que le risque est déterminé presque entièrement par le nombre de particules parce que c'est la probabilité qu'une de ces particules rentre dans la paroi et commence le processus athérosclérotique est dépendant vraiment du nombre de ces particules dans le sang. Et on voit ça très clairement ici dans cette étude de l'étude Framingham. Ici, on voit que si les ApoB sont bas, c'est-à-dire le nombre de particules est bas, n'importe le niveau de LDL cholestérol, les patients ont un prognostic assez favorable. Mais la minute qu'on voit ici, si les ApoB sont élevés, encore une fois, n'importe le niveau de LDL cholestérol, soit qu'il est haut ou bas, ces patients ont beaucoup plus d'événements cardiovasculaires. Et ça vient vraiment souligner le point que le nombre de particules est ce qui est important et donc l'utilisation de l'ApoB est vraiment supérieure. Si on ne peut pas avoir l'ApoB ou on ne l'a pas durant la visite, on peut toujours utiliser les non-HDLC. L'autre particule qui devient de plus en plus importante, c'est les Lp(a). Les Lp(a), comme je vous ai montré, c'est une autre particule hétérogène qui est similaire au LDL, mais qui contient cette autre protéine, l'ApoA. Et ce type de particule est contrôlé presque entièrement par la génétique. Donc, les facteurs de vie, la diète, l'exercice ont presque aucun effet sur le niveau de LPA. C'est tout à fait héréditaire. Mais ce qu'on connaît avec les LPA, c'est que quand les LPA augmentent, on augmente aussi le risque d'infarctus, d'ACV, de sténose aortique à la valve et aussi de mortalité. Et on voit que, ça c'est d'une grande méta-analyse, que le risque commence à augmenter aux alentours de 30 mg par décilitre et devient significatif du côté clinique à un niveau de près 50 mg par décilitre. Mais aussi, on connaît qu'il y a quelques individus, disons la partie supérieure de la distribution des LPA, le 5% supérieur, qui ont vraiment un LPA de plus que 180 mg par décilitre et qui ont un prognostic qui est très, très similaire à ce qu'on voit avec l'hypercholestérolémie familiale. Et donc, comme on doit dépister ces patients avec l'hypercholestérolémie familiale, même dépister leur famille, on pense que c'est aussi important d'essayer de trouver les patients avec des LPA très, très élevés et essayer de diminuer le risque le plus possible. L'autre chose qui est très importante avec les LPA, c'est que ça augmente beaucoup le risque d'événements récurrents. On a tous des patients qui ont plusieurs événements, un patient qui revient avec des récidives de syndrome coronaire aigu, de maladies périphériques. Et on cherche toujours c'est quoi le risque résiduel. On regarde les LDL, ils ont l'air bien contrôlés. Une source de ce risque résiduel, c'est vraiment l'augmentation des LPA. Et encore une fois, c'est un risque qui est quand même très important.
Si un patient a des LPA plus que 100 mg par décilitre, ce patient son risque de récurrence va être double d'un patient qui a un taux normal de LPA. Et comme pour le moment, on n'a pas vraiment de bons traitements pour les LPA, le seul traitement qui a un effet pour diminuer les LPA, c'est quand même un effet assez léger, c'est les inhibiteurs de PCSK9. Il faut dire qu'il y a plusieurs nouvelles molécules en développement et vous devez tous savoir qu'il y a présentement une étude randomisée internationale qui regarde les patients en prévention secondaire avec des LPA très élevés et on essaie de voir si la diminution avec ces nouvelles molécules de LPA va avoir un effet bénéfique pour prévenir les récurrences de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est quelque chose qu'on espère de voir dans les prochaines années. Le troisième grand domaine, c'est vraiment l'utilisation du score calcique. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ce sujet parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements entre 2016 et 2021. On recommande toujours que le score calcique peut être utilisé pour les patients en risque intermédiaire où la décision de commencer un traitement n'est pas claire. Soit le patient n'est pas sûr, le médecin n'est pas sûr, on peut toujours considérer un score calcique chez ces patients-là. Si le score calcique est plus que 0, le risque est élevé et un traitement pourrait être recommandé. Nous ne recommandons pas de score calcique chez les patients avec un risque élevé. Ces patients devraient tous être traités. Si le patient est déjà sur un traitement, on ne le recommande pas et on ne le recommande pas pour la plupart des patients à bas risque où ce type d'examen ne va pas vraiment changer le traitement du patient. La seule exception, c'est la nouveauté, c'est chez ces patients à bas risque. Si on a un patient à bas risque, mais qui a une histoire familiale de maladie coronarienne précoce, on peut toujours considérer un score calcique parce que si on voit le début d'athérosclérose, de maladies sous-cliniques, ça nous donne une indication que notre patient est peut-être à un risque élevé et on peut peut-être commencer un traitement préventif. Donc, juste, je vais arrêter sur la première partie ici, faire une discussion d'un cas. Ici, c'est une patiente de 55 ans qui vient pour vraiment un bilan, une estimation de risque. Elle a eu 2 grossesses. Elle a développé l'autre durant les 2 grossesses. Sa pression présentement est 135 sur 85, indice de masse corporelle à 29, une glycémie normale, un cholestérol total à 5,9, HDL à 1,2, triglycérides à 3 et les LDL sont à 3,3. On fait le score Framingham et on voit qu'elle a un risque estimé de 5 sur les prochaines 10 années. Donc, c'est un peu difficile de faire ça de façon interactive, mais vous pouvez tous lire les choix de réponse. Je vais vous donner quelques secondes pour penser à votre réponse et on va continuer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette patiente-là? Est-ce qu'elle est vraiment à bas risque? Est-ce qu'elle est à haut risque? Est-ce que son risque est peut-être sous-estimé? Donc, le risque est clairement sous-estimé chez cette patiente-là pour plusieurs raisons. Donc, la première grande raison et une des choses qu'on a voulu vraiment clarifier durant ces nouvelles lignes directrices, c'est l'importance de l'hypertension durant la grossesse. Et c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'algorithme de Framingham. Donc, c'est toujours une source de sous-estimation de risque chez ces patientes. L'autre chose qui est très importante à avoir dans son profil lipidique, c'est le fait que ses triglycérides sont plus que 3. Et comme je vous l'ai dit, si les triglycérides sont plus que 3, on devrait regarder vraiment les non-HDLC ou l'ApoB.
Ici, on voit que si on regarde le non-HDLC, on a un cholestérol total à 5,9, des HDLC de 1,2, c'est-à-dire un non-HDLC qui est très élevé à 4,7 millimoles. Cette patiente a aussi eu un ApoB et un LPA, et on voit vraiment qu'elle a beaucoup de particules hétérogènes. Donc, même avec un LDLC qui, on pourrait dire, n'est pas si élevé que ça, on voit qu'ici, on a une situation où les LDL sont un peu trompeurs, et c'est une patiente qui a une source de risque reliée à ces particules lipidiques. L'autre chose importante à réaliser chez cette patiente-là, c'est qu'elle tombe vraiment dans cette nouvelle catégorie de patientes où on pourrait considérer un traitement précoce. Donc, elle a un risque qui rentre entre 5 et 9,9 %. Elle a un non-HDLC plus que 4,2 qu'on a mis, donc elle est vraiment dans cette catégorie-là. Et elle a aussi des LPA qui sont élevés. Donc, c'est une patiente qu'en 2021, maintenant, on pourrait recommander un traitement qui ne pourrait pas se faire en suivant les lignes directrices en 2016. Donc, une nouveauté, on vient d'extensionner un peu le traitement des patients qui sont à bas risque, mais qui ont des facteurs où le risque peut être sous-estimé. Donc, juste pour continuer sur les trois autres domaines, les deux prochains domaines sont reliés. Le premier, c'est vraiment c'est quoi le rôle des autres traitements autres que les statines pour la réduction du risque cardiovasculaire. Et la question, le domaine qui est très relié, c'est quel devrait être le seuil ou la cible pour intensifier un traitement. Donc, juste pour revenir à ce point-là sur les cibles et les seuils. Donc, comme vous l'avez vu, on a vraiment on parle plus vraiment de cibles dans ces nouvelles lignes directrices. On parle de seuil d'intensification de traitement. Et c'est quoi vraiment la différence entre une cible et un seuil? Mais la raison qu'on a décidé de mettre l'emphase sur un seuil, c'est parce que maintenant, en 2021, c'est très clair que le plus bas qu'on peut amener le LDL, le mieux que c'est pour tous les patients, particulièrement en prévention secondaire. Et donc, la question n'est plus à quel niveau est-ce que je devrais amener les LDL, mais quels patients ont besoin de traitements agressifs. Et donc, pour définir la réponse pour cette question-là, on est allé chercher les critères qui ont été utilisés dans les études randomisées pour inclure les patients dans ces études où on a démontré un bénéfice. Et donc, comme vous le savez, les grandes études d'inhibiteurs de PCSK9 ont utilisé des LDL de 1,8. On a vu un bénéfice chez les patients avec des LDL plus que 1,8. Et donc, le seuil pour intensifier le traitement où on sait que le traitement est efficace et les patients qui ont un LDL plus que 1,8. On espère que cette idée de seuil va limiter l'inertie clinique parce que quand on parle d'une cible, la plupart des médecins regardent ça un peu comme le schéma à droite. Ils disent, OK, la cible est à 2. J'ai un patient qui est à la cible. J'ai 2 patients où je dois faire du travail et diminuer leur LDL. Et j'ai un patient qui est assez proche. Il n'y a plus de assez proche. Si votre patient est au-dessus du seuil d'intensification, il aurait été éligible à une étude d'intensification et dont son traitement devrait s'intensifier. Il faut penser que dans l'étude Fourier ou Odyssey avec les inhibiteurs de PCSK9, les LDL atteints étaient de 1,4 ou plus bas. Donc, on sait que les LDL doivent diminuer le plus possible chez ces patients-là. Et il faut vraiment sélectionner c'est quels patients où on doit traiter de façon intensive. Et donc, maintenant, on a des seuils d'intensifier
de traitement pour toutes les différentes catégories. Donc, après qu'on maximise la statine, on regarde ces seuils-là. Si on est au-dessus du seuil, on recommande une intensification du traitement avec l'agent qui a démontré le bénéfice pour chaque groupe de patients. Donc, juste pour reviser un peu le traitement en prévention secondaire, on recommande toujours en premier lieu chez tous les patients en prévention secondaire une statine à haute intensité. Pour les patients qui demeurent au-dessus de seuil de LDL de 1,8, on recommande pour la plupart des patients les étimibes en premier lieu et après ça, un inhibiteur de PCSK9 si on demeure toujours au-dessus du seuil. Et maintenant, en 2021, pour un groupe de patients très, très ciblés, on peut considérer l'inhibiteur de PCSK9 en premier lieu après la statine, sans ézetimibe, si le patient est soit loin du seuil ou s'ils ont des critères qui ont démontré un bénéfice accru dans les études randomisées. Donc, on parle vraiment de cette nouvelle ligne de démarche en 2021 où on peut aller directement aux inhibiteurs de PCSK9 si on est loin du seuil ou si le patient peut bénéficier beaucoup d'un inhibiteur de PCSK9. Et c'est ces patients-là qui ont démontré un grand bénéfice plus que la moyenne dans ces études-là? C'est les patients avec un syndrome coronarien aigu dans la dernière année, les patients avec une maladie athérosclérotique qui avaient aussi le diabète ou le syndrome métabolique, une maladie polyvasculaire, beaucoup de maladies périphériques, maladies aux carotides, les patients avec des infarctus récurrents, un patient avec un infarctus dans les derniers 2 ans, un patient qui a été ponté et aussi les patients qui ont un LDL-C très élevé ou un LPA qui est très, très élevé. Donc, si on a ces critères-là, on peut toujours considérer l'inhibiteur de PCSK9 en premier lieu après avoir maximisé la statine. L'autre nouveauté aussi chez ces patients-là, si on a un patient en prévention secondaire avec une triglycéridémie entre 1,5 et 5,6, ce patient serait éligible à l'étude REDUCE-IT et dont on maintenant recommande l'utilisation de l'IPE chez ces patients-là. Il faut dire dans l'étude REDUCE-IT, il y avait une petite proportion assez importante de patients en prévention primaire aussi. Donc, chez ces patients-là, c'est des patients en prévention primaire diabétiques avec au moins un autre facteur de risque qui avait aussi un niveau de triglycérides élevé. Chez ces patients-là, on peut aussi recommander l'IPE. Juste 2 recommandations pour les patients avec hypercholestérolémie familiale. Ici, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais seulement une précision. On a toujours dit que le seuil pour ces patients avec hypercholestérolémie familiale est de 2,5 millimoles par litre ou une réduction de moins que 50%. On a aussi maintenant mis les ApoB et non-HTLC équivalents pour ceux qui utilisent ces marqueurs. Et la petite précision qu'on a faite, c'est qu'il y a toujours une confusion. Si mon patient a une hypercholestérolémie familiale et a aussi eu un événement, est-ce que le seuil demeure 2,5 ou est-ce qu'il descend à 1,8? Bien sûr, chez un patient qui a déjà eu un événement, hypercholestérolémie familiale ou pas, le nouveau seuil est de 1,8 comme tous les patients avec une maladie athérosclérotique. Ici, juste pour reviser quelques grandes études assez rapidement. La première que je réalisée, c'est l'étude IMPROVE-IT. Je trouve que c'est vraiment maintenant une étude de grande envergure parce que c'est vraiment la première étude qui a démontré que l'ajout d'un autre traitement en plus de la statine chez des patients qui avaient quand même une maîtrise du cholestérol assez bonne a démontré un bénéfice accru.
Il faut dire que l'ézetimibe est quand même un hypolipidemiant qui est assez faible et dont l'effet était aussi assez modéré. Mais je pense que ça a vraiment ouvert la porte aux inhibiteurs de PCSK9 avec l'étude Fourier et Reducit, où l'ajout de l'inhibiteur de PCSK9, qui est un traitement beaucoup plus efficace pour réduire le cholestérol, on parle d'une diminution de 50 à 60 dans les LDL avec ces agents-là, a aussi démontré une diminution du risque d'à peu près 15 risque relatif ou 1,5 du risque absolu. Le même résultat a été vu dans l'étude Odyssey, qui était une étude similaire à Fourier avec des patients qui étaient peut-être un peu plus aigus, plus de patients avec un syndrome coronel aigu. Encore une fois, on a vu une grande diminution des LDL et un résultat au niveau des événements tout à fait similaire avec une diminution du risque d'à peu près 15 et une diminution du risque absolu de 1,6 La grande nouveauté, c'était vraiment l'étude Reducit qui a été publiée en 2019. Ça, c'est vraiment avec l'icosapent ethyl. Des patients, comme je vous ai dit, en prévention secondaire avec un petit groupe en prévention primaire au risque diabétique avec au moins un autre facteur de risque. Tous les patients avaient des triglycérides de 1,5 à 5,6 et le résultat était tout à fait incroyable avec une diminution de presque 25 dans le risque relatif et de presque 5 dans le risque absolu. Donc, on voit rarement des résultats aussi spectaculaires. Le mécanisme de l'IPE n'est pas tout à fait clair. On voit très bien dans les sous-études de l'étude Reducit que ce traitement-là ne marche pas par la diminution des triglycérides. Donc, on parle peut-être d'un traitement qui a des effets directement anti-athérosclérotiques au niveau de la paroi vasculaire, peut-être des effets anti-inflammatoires, mais un résultat qui était très, très important. Le dernier domaine, et très rapidement, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice pour les autres oméga 3? On a tous des patients qui rentrent avec un sac de suppléments oméga 3 ou d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice avec ces traitements-là? Et on a révisé les données et ici, c'est une recommandation contre l'utilisation de ces suppléments de oméga 3. Et la raison pour ça, c'est que les données ne démontrent pas une réduction du risque cardiovasculaire avec ces suppléments-là. Ici, on voit une grande méta-analyse qui a été publiée récemment où on regardé vraiment toutes les données d'études randomisées avec tous les différents types de suppléments, tous les différents types d'événements cardiovasculaires et vraiment aucun bénéfice. Pourquoi est-ce que ces suppléments n'ont pas démontré un bénéfice et l'IPA a démontré un grand bénéfice? La réponse n'est pas claire. Ces suppléments ont souvent des mélanges de différents gras, EPA, DHA. Est-ce que c'est une question de composition du traitement? Est-ce que c'est d'autres choses? C'est quelque chose qu'on va peut-être voir dans les prochaines années. Pour finir, on va juste regarder un deuxième cas en prévention secondaire. Ici, on a un jeune patient. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai une clinique spécialisée pour les jeunes patients avec des maladies coronariennes précoces. Ici, un jeune de 54 ans, non-fumeur. Je le vois 6 mois après son syndrome coronaire aigu. Il était déjà eu une angioplastie à l'IVA et à la circonflexe. On voit ici son indice de masse corporelle à 27, une pression à 130, pas de diabète, un cholestérol total à 3,8, un HDL à 1,2, un triglycéride à 1,6 et des LDL-C à 1,8.
Le patient est déjà sur atorvastatine 80, il est sorti de l'hôpital avec ça. Moi, je l'avais vu déjà il y a 3 mois, j'avais ajouté les étimibes et il vient avec ce bilan ici. Donc, je pense que la chose qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là. Donc, on a un patient qui est juste au seuil sur les LDL-C et sur les triglycérides. Je vous donne quelques indices. Dans ma clinique, on regarde des ApoB dans tous ces patients-là parce que souvent, particulièrement quand on est dans des LDL-C qui sont très bas, la mesure des LDL n'est pas aussi précise qu'on aime et on voit des fois des plus grandes discordances avec le nombre de particules, ici la concentration des ApoB et aussi on doit dépister le LPA. Nous, on le fait chez tous nos patients parce qu'on voit souvent des jeunes patients où la question demeure toujours pourquoi ce jeune patient-là qui ne fume pas a eu une maladie coronarienne assez invasive et dont on trouve ici un patient qui a aussi des LPA élevés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient? Encore une fois, je vous donne quelques secondes pour lire les choix de réponse et on peut regarder. Donc, est-ce qu'on ne fait rien, le patient est jeune? Est-ce qu'on devrait peut-être dire, oh, ben, il est très proche du seuil, on n'a pas besoin d'autre chose? Est-ce qu'on le traite avec un inhibiteur de PCSK9, IPE ou peut-être les deux? Donc, moi, je vais vous dire qu'est-ce que nous avons fait. On a traité avec les deux, pas d'emblée. Donc, ce patient, à mon avis, avec des ApoB qui sont pas mal élevés en prévention secondaire à 0,85 et un LPA élevé, il y a clairement un risque de particules hétérogènes. Et pour moi, c'est quelque chose que j'aime aborder en premier lieu. Mais avec les triglycérides qui demeurent à 1,6, 1,7, j'ai voulu commencer aussi l'IPE et donc on a commencé avec l'inhibiteur de PCSK9 et éventuellement commencer l'IPE à une ou deux visites suivantes. Donc, un patient très jeune, je pense qu'on devrait donner tous les traitements pour essayer de minimiser son risque et donc les données sont très claires que les deux pourraient être utiles chez ce patient-là. Donc, je vais arrêter ici. Je pense que je n'ai pas pris trop de temps et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, alors donc on est de retour là. C'est Dr Vallée là qui va prendre le relais du Dr Fournier qui a disparu là. Je pense qu'il y a un problème technique majeur chez lui. Il a perdu Internet. Je ne sais pas, peut-être que c'est un partisan de Vegas là. J'ai aucune idée. Mais non, mais blague à part là, on a essayé de régler ça, mais ce ne sera pas possible, je pense. Alors c'est moi qui va dans ce cas-là. Animer la période de questions. Ah, je pense que Dr Fournier est revenu. Pour le moment, oui. Ah, Carl, alors écoute, Carl, j'ai devant moi la liste de questions, donc si jamais tu redisparais, je vais pouvoir prendre le relais, mais peut-être pendant que tu reviens de tes émotions, là, je pourrais peut-être commencer avec la première question qui concerne, une des premières questions, en tout cas, qui je trouve intéressante, qui porte sur les critères de remboursement des anti-PCSK9. Premièrement, est-ce que les critères avec l'hypercholestémie familiale vont changer et est-ce qu'en prévention secondaire aussi, ça risque d'être éventuellement plus facile? Oui, c'est une excellente question. On est tous un peu frustrés de la difficulté d'avoir l'accès à ces traitements-là. La partie difficile, c'est que comme comité des lignes directrices de dyslipidémie, on n'a pas vraiment une façon de changer les payeurs provinciaux.
Donc, on émet le document et on espère que ces différents groupes vont regarder l'avis du groupe d'experts et de peut-être changer ou améliorer l'accès des médicaments. Donc, est-ce que ça va être possible un jour de prescrire un inhibiteur de PCSK9 directement après une statine? On l'espère. À mon avis, ce que je conseille aux médecins aujourd'hui, c'est de commencer à citer dans le document les lignes directrices et de dire aujourd'hui, en 2021, le comité recommande qu'un patient avec ces critères-là devrait avoir accès aux inhibiteurs de PCSK9 et on espère qu'on va voir une plus grande facilité à prescrire ces médicaments. Mais il n'y a aucune garantie de notre comité pour avoir un changement chez ces payeurs-là. Donc, on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment ça va évoluer. Excellent, merci. Je ne sais pas, Carl, si tu peux poursuivre, là. Oui, en fait, il y a beaucoup de questions là, et je m'excuse d'être disparu. Effectivement, là, j'ai eu des problèmes techniques. Je pense que tous mes voisins se sont branchés sur Netflix, là. Alors, il y a beaucoup de questions ici sur le LP petit A. On demande, est-ce qu'il est disponible facilement au Québec pour être mesuré ou sinon, est-ce qu'il y a une façon de l'évaluer là, ou d'avoir accès à des laboratoires peut-être pour être capable de l'avoir? C'est une bonne question. Je pense il est certainement disponible dans plusieurs régions du Québec. C'est pas un test qui est nécessairement soit compliqué à faire ou cher particulièrement. Donc, tous les laboratoires devraient être capables de faire ou être capables de l'envoyer à un centre, disons, qui ont accès à ce test-là. Donc, il ne devrait pas avoir vraiment une grande barrière à ce niveau-là pour la mesure des LPA. Certainement dans la grande région de Montréal, la grande région de Québec, c'est très facile d'avoir les LPA. Parfait. On demande ici, est-ce que, par exemple, au niveau des... Parce que vous avez mentionné durant votre présentation, là, actuellement, c'est plus des seuils que des cibles. J'aime bien là, la distinction que vous en avez fait, mais les gens ont encore la vie dure là, avec les fameuses cibles, puis on se demande, est-ce qu'il y a un LDL auquel ça serait trop bas et il faudrait faire un pas en arrière et baisser nos statines? Non. Je pense que un de mes collègues, le docteur Genet, qui fait ça pour plusieurs années, beaucoup plus d'années que moi, dit que le LDL, c'est une molécule toxique et il n'y a pas de seuil qui est trop bas. Et donc, je pense que je vais prendre son avis et dire que non, on n'est pas inquiet. On n'a jamais vu un signal qui nous dit qu'un LDL qui est trop bas a un effet néfaste au niveau de la santé. Donc, pour le moment, la réponse est non, on ne peut pas aller trop bas. Parfait. Ici, on demande si un patient est intolérant aux statines, parce qu'on sait qu'on en a tous, là. Oui. Est-ce qu'une dose plus faible, 2 à 3 fois par semaine, serait bénéfique quand même ou vraiment, là, on serait mieux d'envisager une autre thérapie pour ce patient-là? En prévention primaire, pour moi, c'est toujours une question d'une discussion et de trouver une façon qu'un patient peut tolérer une statine. Et si c'est un dosage faible ou de journée qui alterne, c'est mieux qu'aucun traitement. Certainement en prévention secondaire où on veut vraiment avoir un traitement beaucoup plus intensif, si un patient est intolérant aux statines, il faut vraiment considérer un inhibiteur de PCSK9 dans la plupart de ces patients-là parce qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Mais en prévention primaire, si on peut avoir un patient peut tolérer une dose raisonnable, même si c'est à tous les 2 jours, oui, il y a quand même un bénéfice et je l'utilise pour certains patients sans problème.
Il y a plusieurs questions sur les critères de remboursement des IPE. C'est un médicament qu'on connaît quand même peu en première ligne. Alors peut-être nous rappeler si, un, il y a des critères de remboursement pour lesquels il pourrait être remboursé et deuxièmement, quel en est le coût? Oui, donc pour le moment, au niveau de la RAMQ, il n'y a pas de il n'y a pas de critères de remboursement encore. Donc, on peut faire une application comme un patient d'exception et faire une demande avec une description du patient, la raison pour le traitement et voir si on pourrait avoir un remboursement. L'autre option, c'est avec les assureurs privés. Il y en a plusieurs qui commencent à rembourser l'IPE. Le prix, je dois dire, je ne le connais pas tout à fait, mais je pense que c'est aux alentours de 3 000 à 4 000 par an. Docteur Vallée va aimer cette prochaine question. Il y a quelqu'un qui demande si un patient qui est en dialyse, il y a on peut appliquer les mêmes critères au niveau de l'évaluation des risques des maladies cardiovasculaires. Ah, ça, c'est une très bonne question. Donc, en prévention primaire, on sait maintenant que l'utilisation des statines n'a jamais démontré un grand bénéfice chez les patients qui reçoivent la dialyse. Donc, pour le moment, et particulièrement si on regarde les lignes directrices aux États-Unis, le traitement ou l'initiation d'une statine chez un patient dialysé n'est plus recommandé. On n'a jamais fait de recommandation à ce niveau au Canada, mais je pense que les données sont claires que le bénéfice est beaucoup moins. Est-ce qu'on devrait arrêter les statines chez ces patients-là? Je ne le sais pas. Peut-être Dr. Vallée pourrait nous dire qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ces patients-là. Définitivement, en prévention secondaire, à mon avis, tous les patients en prévention secondaire, dialyse ou pas, devraient avoir un traitement intensif s'ils sont en haut du seuil de traitement. Oui, juste peut-être pour vous dire, oui, nous, à Maisonneuve, ce qu'on fait, c'est que si le patient arrive en dialyse avec sa statine, on va la garder. Mais s'il arrive en dialyse et il n'a pas de statine, pour une raison ou pour une autre, on ne va pas l'initier en prévention primaire, mais comme vous dites, en prévention secondaire, là, on est très agressif chez ces patients-là qui, quand même, sont à très haut risque cardiovasculaire. Absolument, oui. J'ai beaucoup de questions ici sur la place du LP petit a dans l'évaluation des risques de maladies cardiovasculaires. Habituellement, on est habitué là, depuis plusieurs années, quand on demande un profil lipidique, on a les LDL, HDL, les ratios, le non-HDL maintenant. Donc, est-ce qu'on devrait systématiquement demander le LP petit a? Et si on le demande, est-ce qu'on doit faire un suivi? OK, très, très bonne question. Donc, avec les nouvelles recommandations, maintenant, la réponse serait oui. Tous les patients devraient avoir dans le dossier quelque part une mesure du LPA. Ça va aider à savoir quel est le risque du patient, particulièrement si un patient qui n'est pas sous statine. Ça va peut-être beaucoup changer la discussion si le patient a besoin de statine ou pas. Ça peut être aussi utile en prévention secondaire, comme je vous ai montré. Un des critères de bénéfice accru des inhibiteurs de PCSK9, c'est une élévation des LPA. Donc, même un patient qui est traité en prévention secondaire, ça pourrait être utile de savoir le niveau des LPA. La deuxième question aussi très importante, il ne faut pas répéter les LPA. Donc, il faut mettre dans le dossier une place, c'est presque comme c'est quoi le mot pour blood type en français? C'est comme le groupe sanguin. C'est comme le groupe sanguin. Le groupe sanguin, okay, voilà. Le groupe sanguin, excusez. Oui, c'est comme le groupe sanguin. On l'écrit dans le dossier, on le garde dans une place. Le patient est soit LPA positif ou LPA négatif, mais il ne faut pas le répéter. Il n'y a presque rien qui va changer. C'est un facteur héréditaire.
Il faut juste le faire une fois pour savoir le niveau pour un patient. Ben, merci. Ici, il y a une question sur le Lodalis. Vous n'en avez pas parlé dans les alternatives de traitement. Est-ce qu'il y a encore sa place? La réponse est oui. On pourrait toujours envisager l'utilisation du Lodalis chez les patients après l'utilisation de l'ézetimibe, mais c'est premièrement un médicament qui est un peu difficile à tolérer et deuxième, un médicament qui n'a pas beaucoup de données par rapport aux bénéfices cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons mis beaucoup d'emphase dans les lignes directrices pour ces raisons-là. Mais oui, il pourrait toujours être utile et comme vous le savez, on est souvent obligé d'essayer le Lodalis chez nos patients avant de commencer les inhibiteurs de PCSK9. Mais je pense que même dans ces circonstances-là, si on voit qu'un patient est loin de la cible ou a des facteurs où l'inhibiteur de PCSK9 il va avoir un grand bénéfice, il faut l'écrire dans la demande de remboursement pour dire que ce patient-là devrait avoir un inhibiteur de PCSK9 et probablement pas du Lodalis pour être sûr que on a considéré ce traitement et on pense qu'il y a un meilleur traitement autre que le Lodalis si on préfère avoir un traitement plus intensif. Il y a quelques questions ici là, sur les patients plus âgés. Là. On sait que quand on utilise l'échelle de Framingham, en haut de 75 ans, sont quasiment tous à risque élevé là, ou modéré à tout le moins. Donc, est-ce que dans les nouvelles lignes directrices, il y a des recommandations pour ce groupe de population-là au niveau des seuils de traitement? Non, pas pour le moment. C'est sûr que c'est un patient, si le patient est réticent à la statine, une idée qu'on peut considérer, c'est de faire un score calcique chez un patient pour voir si on trouve chez un patient qui est au-dessus de 75 ans, un score calcique qui est 0 ou très, très, très bas, on pourrait peut-être considérer que ce patient est à un risque beaucoup plus bas que estimé par Framingham et dont on pourrait peut-être éviter l'utilisation d'une statine. Ce serait une place où le score calcique pourrait être utile pour diminuer l'utilisation des statines chez les plus vieux. Il y a une question ici sur la place des fibrates et des séquestrants. Mm-hmm. Donc, les fibrates, pour le moment, et je pense que c'est important de le dire parce que il y a peut-être, c'est pas tout à fait clair, l'étude avec l'IPE, le REDUCE-IT, a utilisé les triglycérides comme marqueur de risque. Le traitement ne marche pas par diminution de triglycérides et en fait, toutes les données qu'on a pour le moment n'a jamais démontré un grand bénéfice cardiovasculaire avec le traitement des triglycérides. Donc, la seule raison vraiment de traiter les triglycérides, c'est d'éviter les pancréatites. Donc, c'est seulement pour les patients qui ont des triglycérides très, très élevés. Au-dessus de 9-10, où on va être dans le niveau où on va voir un risque accru de pancréatite. Donc, c'est vraiment la seule raison vraiment de traiter les triglycérides et vraiment le traitement pour la plupart des patients avec des niveaux plus bas devrait vraiment être l'emphase devrait vraiment être sur les LDL et les ApoB et pas les triglycérides eux-mêmes. Et donc, l'utilisation des fibrates ne devrait pas être utilisée pour la prévention cardiovasculaire. Il y a une question ici sur les mesures non médicamenteuses. Alors, on sait que c'est important là, au début du traitement. Est-ce que vous pensez que l'intensification des mesures préventives peut nous permettre d'arriver à des cibles chez les patients qui sont à risque soit modéré ou faible? Absolument. C'est vraiment une question du patient et vraiment comment est-ce qu'il peut rester
sur un plan qui, des fois, très différent de ce qu'il est habitué. Moi, j'ai déjà vu des changements extrêmes chez mes patients. J'ai un jeune patient qui voulait absolument pas prendre une statine, qui est allé sur une diète végane, sans lait, sans aucun gras, pas d'huile. J'ai vu des LDL qui ont diminué de presque un niveau presque 5 en bas de 2. Mais la grande question, je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez garder pour plusieurs années? Parce que si vous retombez à vos habitudes normales, vos LDL vont augmenter. Donc, la réponse est oui, c'est possible. C'est juste une question de motivation et de faisabilité. Est-ce que c'est possible de garder une habitude de vie aussi saine qu'on veut? Ici, j'ai une question sur comment on fait pour demander un score calcique, là, où est-ce que ça peut être fait? La plupart des hôpitaux le font. Je veux juste parler chez nous, au CUSUM, on le fait. C'est juste en radiologie, on demande un score calcique, scan thoracique, et le test est fait. Je sais aussi à l'Institut de cardiologie, on le fait aussi. Je pense que c'est un test très, très simple. Presque tous les scanners thoraciques peuvent générer un score calcique. Donc, ça devrait être disponible pour la plupart des médecins au Québec. Parfait. Bien, écoutez, je pense que je regarde là, dans les fils de questions. On a pas mal répondu à toutes les questions. On est dans les temps, Dr. Vallée, on est bien. Donc, merci beaucoup là, pour Dr. Athanasoulis pour ses réponses. Donc, je vais vous repasser la parole, Dr. Vallée, là, pour la conclusion de l'activité de ce soir.